Bonjour et bienvenue à tous, épisode numéro 7 des lives de l'IFRAB. J'espère que vous allez bien, nous c'est la grande forme. Alors vous le réclamiez tous, il revient, il est sorti de son déménagement. Alors pas en tant qu'animateur, mais cette fois en tant qu'intervenant, il a un message à vous faire passer. Et aujourd'hui nous recevons Pierre-Olivier Croizat. Est-ce que ça va Pierre? Salut Yann. Ouais, ça va, ça va. Bizarre d'être de l'autre côté en fait. J'ai plutôt l'habitude d'être à ta place habituellement. Eh ouais, Mais ça voilà, change. effectivement, je suis sorti de mon confinement déménagement avec mon réseau internet très chaotique. D'accord, donc là tu te situes où là exactement? Là, je suis au siège de la Ligue à Bron et ce qui me permet de pouvoir diffuser très clairement le message que je vais vous faire passer aujourd'hui. D'accord, ok, parce que j'avais cru qu'en fait tu avais changé le papier peint de ta salle à manger, que tu avais mis les logos de la Ligue et de la Fédé. Bon, super. Tu vas nous parler aujourd'hui, je crois, d'une thématique qui t'est chère, qui nous est chère. On a convenu que je pourrais éventuellement rebondir sur ce que tu allais raconter. Il s'agit de comment mieux entraîner. Exactement. C'est Ouais, ça? tout à fait, exactement. En fait, effectivement, comme on travaille ensemble très régulièrement et on se connaît plutôt très bien, toi et moi, on va pouvoir rebondir l'un l'autre sur ce sujet-là qui nous tient à cœur. Et effectivement, je vais essayer d'aborder tout ce qui est à trait autour de l'entraînement et comment on peut mieux entraîner. Voilà. Même si c'est difficile dans cette période de confinement, enfin de déconfinement, puisque on ne peut pas reprendre notre pratique d'entraînement. J'espère que je vais essayer d'ouvrir certaines réflexions ou certaines pistes dans vos postures d'entraînement. Voilà. Ok, super. Avant que je te laisse complètement la parole, pensez à partager la vidéo, tout votre réseau de gens qui sont sensibles au basket et à l'entraînement. Pensez à liker et à vous abonner. Vous retrouvez comme d'habitude là le live sur le Facebook et puis un petit peu plus tard en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, Pierre, je te laisse la parole. Let's go. Merci. Donc effectivement, on va parler de comment mieux entraîner aujourd'hui. Donc je le répète, ça c'est des pratiques qui vont être faites à la sortie du confinement quand on pourra revenir à un retour au jeu dans une pratique encadrée du basketball. Néanmoins, cette période-là de confinement m'a interpellé sur mes pratiques d'entraîneur et ça m'a permis de formaliser un petit peu sur comment on pouvait entraîner différemment ou entraîner autrement. Donc, je vais essayer dans cette petite heure avec vous de balayer plusieurs choses. La première chose, c'est pourquoi commencer à entraîner autrement aujourd'hui, développer un basket performant, un processus d'enseignement adapté et une posture pédagogique adaptée. Donc, je vais essayer d'être très concret, de manier différents concepts, mais de vous donner aussi quelques outils qui sont liés à ma pratique d'entraîneur depuis maintenant un certain nombre d'années. Tout d'abord, dans le propos introductif, je me suis vraiment questionné sur ma pratique. J'ai commencé à entraîner, j'avais l'âge de 15-16 ans, et effectivement, depuis cet âge-là, j'ai toujours été sensible à comment je pouvais améliorer ma pratique d'entraîneur. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait évoluer dans ma pratique d'entraîneur, c'est quand je suis passé formateur d'entraîneur. Et quand on devient formateur d'entraîneur, on se questionne vraiment sur comment on doit transmettre un message, comment on peut faire adhérer des gens à certaines choses et comment on peut engager des gens dans la pratique et comment on peut les améliorer dans leur pratique. Donc, le questionnement, il a été d'abord, c'est comment améliorer ma posture pédagogique. J'ai commencé à entraîner, j'étais un coach qui était plutôt directif, un coach qui pouvait hurler fréquemment sur ses joueurs pour obtenir quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que ce côté directif, c'était que je voulais tout contrôler, tout maîtriser, et que et je développais plutôt un jeu de coach plutôt que de laisser le jeu aux joueurs et l'évolution aux joueurs. Donc, ce coach directif-là, je l'ai tué, en fait. J'ai essayé de passer à autre chose. La deuxième question qui m'a animé, c'est comment je pouvais favoriser l'engagement, l'investissement de mes joueurs à l'entraînement. En fait, je me suis toujours posé la question de la routine. Je me suis toujours dit aujourd'hui, est-ce que la routine, elle est pas trop importante pour les joueurs? Et est-ce que quand les joueurs viennent à l'entraînement, s'ils veulent prendre du plaisir, s'ils veulent progresser, est-ce qu'automatiquement il faut avoir des routines ou est-ce qu'il faut avoir une variété multiple d'exercices? Donc, comme je suis quelqu'un d'assez créatif, je suis tombé quelquefois dans une variété extrême et ça pouvait perdre le fil de mes entraînements ou de mes contenus. Et la troisième question, c'est qu'en fait, je me suis aussi questionné sur comment le joueur il transférait ce qu'il apprenait à l'entraînement
et ce qu'il devait restituer en situation de compétition, en situation de match. Cette notion de transfert entre l'entraînement et la compétition, c'est ce qu'on se pose tous en tant qu'entraîneur. Est-ce que ma situation, elle permet aux joueurs d'apprendre des choses pour pouvoir les restituer le samedi en compétition? Et en fait, ces questions-là sur le transfert, elles commencent à chaque fois que j'entraîne. Est-ce que je suis dans le bon espace? Est-ce que je développe le bon geste? Est-ce que je développe le bon timing? Enfin, toutes ces choses-là. Voilà. Donc ces trois questions-là me font me questionner sur ma pratique depuis que j'ai commencé à entraîner et continuer à me questionner. Pierre, je te coupe. C'est pas si simple quand même d'évoluer et d'arriver à accepter un peu de sortir de sa zone de confort, parce que quand on est sur quelque chose qu'on maîtrise parfaitement, un style de coaching, d'entraînement, en sortir, se renouveler, se dépasser, pas si simple. Enfin, qu'est-ce qui toi t'as engagé dans cette démarche? En fait, si tu veux, quand on commence à entraîner, on copie et on reproduit la façon dont on a été entraîné. C'est la logique classique. En fait, on a été formaté par un modèle, un coach qui nous a inspiré, des pratiques qu'on a vues et on reproduit. Et en fait, plus on avance dans l'entraînement, plus on apprend à se connaître. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on renvoie quand on entraîne, quelles sont nos postures physiques, nos comportements non verbaux, nos comportements verbaux, et on se rend compte que quelquefois on est décalé du modèle qu'on veut reproduire. Et moi, je me suis trouvé décalé. C'est-à-dire qu'à force d'être directif, je me suis trouvé contre-productif. C'est-à-dire que j'avais des joueurs qui étaient inhibés et je me rendais compte que je créais du stress chez eux. Et que dans ce stress-là, ils recherchaient dans leur action et dans leur évolution tout le temps mon approbation ou ma désapprobation. Et quand un joueur joue en match, prend des décisions, essaye des choses et se retourne vers vous pour savoir s'il a raison ou s'il a tort, vous vous dites, ben là, il faut quand même que je change un peu ma posture et que je lui laisse un petit peu prendre le contrôle pour qu'il soit un peu plus autonome. Voilà. Donc c'est un peu tout ça qui m'a amené à changer. C'est une capacité un peu à transcender une forme d'échec. C'est ça un peu? C'est pas un échec, c'est qu'on arrive à une forme de limite à un moment. À un moment ou à un autre. Un plafond de verre. Ouais, vouloir tout contrôler. On peut pas tout contrôler quand on est coach. Je rappelle juste que même si le basket est une activité où le coach a beaucoup d'interactions sur le jeu, il est quand même à l'extérieur du terrain. Donc c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain qui voient, analysent, prennent des décisions, prennent des initiatives. Donc moi aujourd'hui coach, je dois les accompagner là-dedans. C'est ce que je vais essayer de développer dans mon propos par la suite. Ok, super, je te laisse reprendre. Alors en fait, quand on se questionne, on cherche en fait. On cherche un peu à droite, à gauche, ce qui peut se produire. Et j'ai été influencé, on est nombreux à avoir été influencés par la Fédération canadienne qui a mené des travaux autour du DLTA, le développement à long terme de l'athlète. Et en fait, c'est une modélisation globale du joueur de basketball dans toutes ses sphères. Je vais essayer de l'expliquer tout à l'heure. Et au regard de cette caractéristique et de cette modélisation, ils ont déterminé une pédagogie adaptée. Et ils ont vraiment mis le focus sur la posture de l'entraîneur, la pédagogie, comment entraîner pour rendre des joueurs plus performants. La deuxième influence, c'est le basket espagnol. J'ai eu la chance de partir en Espagne début janvier, voir et visiter différents clubs et différents entraîneurs. Et ce qui nous a marqué avec les collègues avec lesquels je suis parti, c'est en fait une créativité structurée. On parle toujours du joueur espagnol comme étant un joueur créatif, un joueur qui joue au sens premier du terme le jeu basketball. Et en fait, moi, j'ai voulu essayer de comprendre comment cette créativité elle était structurée et elle était entraînée. Et puis après, le deuxième point qui est intéressant chez les Espagnols, c'est qu'ils parlent beaucoup de tactique individuelle. Nous, on a beaucoup parlé de la technique, du développement de la technique. Eux, ils englobent la technique dans cette recherche de tactique individuelle. Donc voilà. Donc après, toutes ces influences-là, elles viennent aussi dans ce qui se passe dans le monde du sport. Le football, avec la périodisation tactique, a fait sa révolution. Le rugby aussi réfléchit à comment mieux entraîner et à entraîner différemment avec en intégrant les problématiques des All Blacks et toutes ces choses-là. Donc en fait, on est dans un monde qui bouge et en fait, il faut qu'on arrive à pouvoir prendre ces influences-là pour pouvoir les comprendre, les assimiler et puis en tirer le profit et en reproduire certaines dans notre filière. Pierre, je voudrais que tu nous parles un petit peu de la position de la technique, justement, dans ta conception de l'entraînement. Parce que c'est quelque chose sur lequel on échange régulièrement et bien entendu que le basket est quelque chose d'éminemment technique.
mais comment toi tu positionnes la technique au travers de cette globalité qui est l'art d'entraîner. Ah, si tu le permets, je vais y répondre derrière. En fait, je vais commencer à répondre et je continuerai juste après. Qui est qu'en fait, en France, on a beaucoup opposé le technique et le ludique. Et on s'est dit aujourd'hui, on a une approche techniciste ou une approche ludique. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense que les deux sont importants. Les deux sont nécessaires pour apprendre. Après, c'est la technique, c'est un élément dans un contexte beaucoup plus global. Voilà, c'est ce que je vais essayer de développer juste après. D'accord, ok, je te laisse reprendre. Donc en fait, le basket, aujourd'hui, c'est un vrai sport et quand on veut commencer à entraîner autrement, il faut qu'on prenne en compte les évolutions du basket. Donc c'est un vrai sport en évolution. En fait, euh, En fait, c'est un sport d'opposition, c'est un sport d'affrontement. Et en fait, on est un des sports d'opposition sur le plus petit terrain. Donc, on est un terrain qui fait 28-15 où les gens ils se croisent le plus souvent possible et il y a énormément d'interactions entre les gens sur un terrain de basket. Sauf que derrière, ben, ce petit terrain, il est entre guillemets devenu trop petit aujourd'hui parce que les joueurs, ils ont développé des qualités physiques, des qualités athlétiques qui font que ils vont plus vite, ils vont plus haut, ils sont plus grands, ils sont plus mobiles, toutes ces choses-là. Donc, en fait, ben, l'affrontement, il devient un peu plus important. Donc la dimension athlétique et physique fait qu'on a moins d'espace, qu'on a allongé les distances de tir. Enfin, Steph Curry en est l'exemple quand il tire très très loin avec efficacité. Donc on a changé les espaces dans lequel on jouait. Et donc les logiques d'affrontement, elles sont en évolution. Le deuxième, c'est que comme ça va plus vite, il y a une vraie recherche de vitesse et ça se voit dans les transitions. Donc en fait, on est un sport où il y a énormément de transitions, des transitions entre l'attaque et la défense, entre la défense et l'attaque, mais aussi entre les différents statuts, entre porteur, non porteur, défenseur du porteur de balle, défenseur du non porteur. Et donc en fait, il faut intégrer cette notion de transition dans notre philosophie d'entraînement. Le troisième point, c'est qu'en fait, le basket, c'est un sport d'enchaînement d'actions. Il faut être en capacité de pouvoir enchaîner plusieurs choses à la suite, une, deux actions, quelquefois des actions qui sont contradictoires, d'autres des actions qui sont complémentaires. Voilà, donc en fait, soit c'est des enchaînements d'actions dans une continuité ou dans une rupture, mais n'empêche qu'il faut entraîner à enchaîner. Et donc, tout ça, il m'amène à dire aujourd'hui qu'en fait, le joueur, il doit résoudre un certain nombre de problèmes quand il est sur le terrain. Il doit faire face à un nombre d'incertitudes. Les incertitudes, c'est l'opposition, c'est le temps, c'est l'espace dans lequel il est, enfin, c'est toutes ces contraintes-là. Et ces incertitudes-là lui amènent tout le temps à prendre des décisions. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, si on est, pour répondre à ta question, centré que sur l'approche technique ou l'approche ludique, et qu'on n'englobe pas ça dans une approche un peu plus globale avec la logique de prise de décision, donc ça répond à la technique individuelle des Espagnols, et tout le process qui est développé aujourd'hui dans les sports collectifs qui s'appelle Making a Decision. Et donc, en fait, il faut aujourd'hui qu'on apprenne aux gens à décider dans toutes ces composantes du basket. Derrière, en fait, c'est vraiment un joueur complet. C'est pour répondre à ta question, Yann. Aujourd'hui, le basketteur, il a des habiletés physiques et on s'est rendu compte que on entraînait ces habiletés physiques. Elles sont en plein développement, donc il y a plein de choses à développer. Et je laisserai les spécialistes déterminer ce qui est important ou pas important. Derrière, les habiletés basketball, parce qu'effectivement la technique elle est fondamentale. Qu'on ait un sport à haute maîtrise technique, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour maîtriser la technique, être efficace dans le tir, être efficace dans se déplacer avec le ballon, il y a tout un répertoire technique qu'il faut maîtriser. Et après, ben, si on veut apprendre aux gens à prendre des décisions, il faut qu'on développe les habiletés mentales. Donc, il faut qu'on comprenne comment les gens sont concentrés, comment les gens développent de la confiance en eux, comment ils sont capables d'apprendre et tous les mécanismes d'apprentissage. Et puis après, il y a le dernier pan, qui sont les habiletés de vie, où là, effectivement, on veut développer chez le joueur sa capacité de leadership, d'autonomie, de coopération, de communication, confiance en soi. Donc, en fait, le joueur complet, il reprend ces quatre phases-là. Voilà. Et moi, entraîneur, dans ma volonté d'entraîner autrement, je dois prendre en compte ces quatre facettes-là pour entraîner. Pierre, tu parles, je pense, à raison d'habileté de vie. Est-ce que ça dépasse le cadre du joueur, du coup? Quand tu parles de leadership, est-ce que c'est des choses qui... Parce que souvent, on raisonne que le joueur à l'intérieur du rectangle rouge, et on oublie peut-être aussi l'être humain qui peut être en dehors. Est-ce que c'est des choses que toi, tu cherches à faire transférer? Bah, en fait,
tu le transfères parce que le joueur, quand il vient jouer au basket, il est entier en fait. C'est pas, il n'a pas partitionné sa vie en disant bah, tiens, je vais m'entraîner, je suis joueur de basket, puis quand il retourne chez lui, il est une autre personne. Non, c'est une seule et même personne. Et qu'effectivement, pour développer ça, il faut connaître son joueur, donc développer un management où tu vas essayer de comprendre la personne qu'il est, ses motivations, comment il s'est structuré, comment il s'est construit. Et donc, toutes ces connaissances-là que tu vas avoir de ton joueur va te permettre de pouvoir communiquer avec lui différemment, comprendre comment il apprend et lui donner des process. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, l'OMS appelle les 10 compétences psychosociales. En fait, dans le rôle d'entraîneur, on doit développer ces compétences psychosociales chez l'entraîneur, chez le joueur, pardon. On doit développer sa confiance en lui, le développement de son estime de lui, sa capacité à prendre des décisions, son autonomie, sa capacité à coopérer, enfin toutes ces choses-là. Et donc c'est nécessaire qu'on englobe cette partie-là dans l'entraînement, parce que sinon on ne traite qu'une partie du joueur de basket. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret pour mieux connaître son joueur? Comment toi tu t'y prends, par exemple? Alors c'est difficile comme question parce que ça dépend tellement de la catégorie en fait. Je peux te faire le grand écart en fait. Je peux te faire le grand écart entre un joueur senior et un jeune joueur. Euh, le jeune joueur ou la jeune joueuse, quand j'entraînais en pôle espoir, ce qui m'intéressait, c'était de déterminer comment elle comprend, c'est-à-dire et comment elle apprend. Donc de déterminer, savoir si elle était plutôt visuelle, plutôt auditive, plutôt kinesthésique dans son mode d'apprentissage. Et donc par rapport à ça, suivant quelle caractéristiques du VA qu'elle avait, bah, je pouvais être capable de pouvoir structurer mon message différemment. J'ai eu des joueuses qui étaient totalement visuelles. Et donc, si je transmettais mes consignes que de manière auditive, bah, je ne répondais pas complètement à sa demande. En senior, ce qui est différent, c'est que le joueur, il vient avec ses motivations, ses envies. Il pense être comme ça. Il pense être tel joueur. Et donc, comme il pense être un joueur capable de pouvoir, par exemple, scorer, alors qu'il ne présente pas forcément des habilités de scoring, il faut arriver à lui faire comprendre que il peut être plus efficace pour lui et pour les autres en utilisant un autre registre de sa caractéristique. Donc voilà, c'est deux biais un petit peu différents. Ok, merci Pierre. VAC, visuel, auditif, kinesthésique. Voilà, je le redis pour nos auditeurs. Merci, je te laisse reprendre. En fait, on est affaire à une nouvelle génération. Et donc, ça a aussi une des composantes qui fait qu'on doit entraîner différemment. We are French. C'est-à-dire que on peut pas coller ce que font les Canadiens, les Anglo-Saxons. On peut pas copier ce que font et coller ce que font les Espagnols parce qu'on est français, en fait. On est des Latins et aujourd'hui, on est des Gaulois. Et le Gaulois, il a l'art de résister ou l'art de faire différemment de ce qu'on lui dit de faire. Et donc, pour ça, les Canadiens, dans le modèle anglo-saxon, ils sont capables de pouvoir appliquer une règle fondamentalement. Et les Espagnols, ils ont un peu plus de ressemblance avec nous. Mais si on prend aussi, on a pris souvent en exemple le basket lituanien et le basket serbe, dans la maîtrise des fondamentaux et l'apprentissage des fondamentaux. Aujourd'hui, quand je suis allé en Espagne au mois de janvier, le coach espagnol, il m'a dit, mais moi, mes joueuses, je peux pas les faire répéter 10 fois ou 15 fois ou 20 fois ou 100 fois un geste technique parce qu'au bout d'un moment, je vais développer de l'ennui et elles vont développer d'autres biais pour sortir de cette activité-là. Et donc, en fait, comme on est français, il faut qu'on arrive à développer des choses pour engager les gens. Et pour ça, il faut s'appuyer sur l'apprentissage des nouvelles générations. Donc, je vais rapidement décrire un petit peu en quoi les nouvelles générations, elles sont caractérisées. Et la première idée, c'est que cette génération est une génération connectée et très sensible à l'image, donc très visuelle dans le processus d'apprentissage. Et quand je parle du modèle speed learning, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un accès à l'information qui est très important. Ils regardent sur Insta, sur d'autres réseaux sociaux ou sur la NBA, des joueurs, des coachs, proposer des exercices, des situations. Voilà, il y a plein de tutos sur copier le tir de Stephen Curry, par exemple. Et donc, les joueurs, ils sont connectés avec ça. Ils vivent avec cette image-là. Et l'image de vouloir reproduire un modèle est très présente chez eux. La deuxième, alors je l'ai mis l'icône du poisson rouge parce que très souvent, on pense que le poisson rouge, il a une capacité de concentration. Le poisson rouge, il est capable de concentrer 8 secondes. Et nos nouvelles générations, elles sont pas bien loin des 8 secondes. C'est-à-dire que dans l'attention et la concentration, elles ont une faculté à zapper qui est très, très importante. Et que donc, pour être capable de comprendre
il faut être concentré, il faut être connecté, comme on va le voir par la suite. Et là, il faut que je sois un petit peu performant dans ma façon de communiquer des choses. Ils ont besoin de sens. C'est ce que j'expliquais dans l'anecdote avec les Espagnols. En fait, aujourd'hui, un joueur, pour qu'il s'engage dans une activité, il a besoin de comprendre pourquoi il le fait. Donc, le why, comme disent les anglo-saxons, est vraiment très, très important. Pourquoi je fais ces choses-là? Dans quel objectif je les fais? Dans quel but je les fais? Si je comprends pourquoi je fais les choses, mon engagement et donc mon investissement sera plus important. Le quatrième point, c'est qu'ils sont, ils sont assez en attente d'une réponse immédiate, ce qui développe une capacité à gérer de la frustration très très différente. C'est-à-dire que comme ils veulent une réponse tout de suite, dès qu'ils rencontrent un problème, s'ils n'ont pas la solution tout de suite, ils vont se frustrer. Et la frustration va peut-être engendrer un manque d'engagement, une réorientation, et voilà. Et donc ça, il faut que je le sache dans cette génération-là et dans la faculté de construction de mes entraînements. Après, ils ont besoin d'agir, ils ont besoin d'essayer pour apprendre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être acteurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être assis et écouter, comme vous le faites là, une démonstration. Ils ont besoin de pratiquer, d'essayer. Et cette notion d'expérience, elle est vraiment importante dans l'apprentissage. Et pour faire un peu le contraire un peu de ce que j'ai dit au début, même s'ils sont très connectés, ils sont vraiment en attente d'un guide et d'un accompagnement dans leur expérience. Ils ont vraiment besoin qu'on individualise le rapport avec eux dans l'entraînement pour qu'ils comprennent que moi, entraîneur, je réponds à leurs problèmes. Et si je réponds à leurs problèmes, je porte attention à eux. Et donc, si je porte attention à eux, je suis capable de développer chez eux une forte exigence et donc les engager fortement dans la tâche. Pierre, pour compléter tes propos, cette génération aussi est une génération qui a une grosse capacité de créativité. Et ça, c'est un gros point positif qu'a cette génération. Et peut-être que certaines générations antérieures l'avaient un petit peu moins. Donc parfois, on voit un peu ce tableau de génération Z un peu noirci, mais elle a aussi de vrais avantages qu'il faut pas négliger. J'avais une question à te poser sur cette génération-là, parce que forcément, ça doit trotter un peu dans nos têtes. Faut-il obligatoirement s'adapter à cette génération ou plutôt nous imposer notre vision? Moi, je pense qu'il faut la comprendre. Il faut comprendre comment elle fonctionne. Et là-dedans, si tu veux, c'est un savant mélange entre s'adapter à eux et eux s'adapter à nous, en fait. Voilà. Il ne faut pas effectivement complètement dénaturer notre activité, mais il faut la comprendre pour pouvoir la faire évoluer. Voilà. Et je vais y venir juste après, en fait. D'accord. Ok, merci. Donc en fait, développer un basketteur performant, ça revient très vitement à la modélisation du basketball. Et en fait, on veut un joueur créatif, agile, discipliné et intelligent. Alors c'est ambitieux ces invariants-là, mais tu l'as dit juste avant, effectivement, cette génération-là, elle est capable d'être créative. Elle a besoin de créer des choses. Et donc, il faut que je lui laisse cet espace de création. Et que donc, comme je disais au préalable avec les Espagnols, et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'il faut qu'on arrive à structurer cette créativité. Derrière, pour ça, en fait, il faut qu'on soit meilleur dans l'encadrement et donc il faut qu'on soit structurant, motivant, bienveillant, exigeant, et c'est ce que je vais essayer de développer juste après pour mieux entraîner. Pour mieux entraîner, en fait, je reprends une citation de Michael McKay. En fait, le qui plus le pourquoi est égal au quoi et au comment. Je m'explique. Le qui, c'est tout ce qui caractérise le joueur. Quel joueur il est, quel joueur il veut être, quel joueur il doit être. Et donc toutes ces caractéristiques. Le pourquoi, c'est les objectifs qui vont faire que je vais engager quelqu'un dans une tâche ou dans une logique. Et donc ça, c'est égal au quoi et au comment. Le comment, c'est lié à le process d'entraînement, la technique, toutes ces choses-là. Et je trouve que cette citation, et on va y revenir derrière, elle est vraiment très intéressante. Donc maintenant, une fois qu'on a expliqué ça, il faut qu'on soit capable de produire un processus d'enseignement ou d'entraînement adapté. En fait, la première chose, c'est quand j'entraîne, il faut que je pose le cadre. Et quand je pose le cadre, il a plusieurs aspects. Et vous allez voir, il a 4 facettes. Et ce cadre-là, une fois qu'il est posé, il permet l'engagement des athlètes dans l'activité, il permet l'engagement des joueurs dans l'activité, et il facilite leur apprentissage. La première chose, c'est que le cadre il doit être structurant. C'est-à-dire que l'organisation d'entraînement, elle doit être assez minutieuse. Je m'explique. La première chose, c'est qu'en fait, dans un entraînement,
il faut pas que je cours plusieurs objectifs. Il faut que j'arrive à tenir 1 ou 2 objectifs, voire 3 maximum. Ça veut dire qu'en début d'entraînement, quand j'arrive à l'entraînement, je dis aux gens, voilà, aujourd'hui, on va mener 3 objectifs. Je l'ai fait en senior très longtemps et je leur disais, voilà, aujourd'hui, là, on est mardi, on va travailler plutôt le développement offensif de notre projet de jeu et on va s'appuyer sur 3 aspects. Et j'allais pas plus loin dans les explications. La deuxième chose, c'est qu'en fait, dans le cadre, il faut qu'il y ait un timing. Et donc, moi, j'ai beaucoup entraîné avec l'horloge murale. C'est-à-dire que je mettais le chrono. Alors, des fois, je mettais le chrono sur la totalité de l'entraînement. Mais ce que je faisais beaucoup, c'est que je faisais des séquences sur des 15 minutes, voire 20 minutes. Et je mettais le chrono. Et donc, le chrono, il démarrait à partir du moment où je commençais à expliquer l'exercice. L'idée du chrono mural, ça permet de faire comprendre aux joueurs que l'exercice, il a une durée de vie. C'est-à-dire qu'il commence et il se termine. Et forcément, et vous l'avez tous vu, quand les joueurs ils jouent à l'entraînement, il y a des moments où ils regardent l'horloge. Et ils disent, moi, le coach il est encore en train de parler. Le coach il est encore en train d'arrêter la situation. Quand est-ce que ça va se terminer? Cet exercice-là me plaît pas. Comment je passe à un autre exercice? Et le fait de lui donner le repère visuel, ça lui donne une durée de vie à l'exercice. La troisième chose, c'est qu'il faut définir la circulation de l'info. Je m'explique. En fait, on a toujours été dans une logique où le coach il parlait tout le temps. C'est lui qui détenait le savoir et les joueurs faisaient. Sauf que maintenant, même très jeune, sur des catégories U15, on peut déterminer qu'il y a une circulation de l'information entre le coach et le joueur dans les 2 sens. Effectivement, moi, coach, je détermine la structure, les objectifs de l'exercice, mais le joueur, il peut être amené à discuter et à converser avec moi dans l'entraînement. Donc, ce cadre structurant, il faut bien l'expliquer et le tenir dans le temps. Le deuxième point, c'est qu'il faut que le cadre il soit protecteur. En fait, moi, coach, je suis le garant des règles. C'est moi qui détermine les règles de fonctionnement et c'est moi qui les fais appliquer. Donc, je suis le garant de la justice. Et les joueurs, ils vous challengent et ils vous testent en permanence là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vous regardent en disant, attention, là, il nous a dit de faire ça, mais en fait, ils tolèrent qu'on fasse le contraire. Ben non, en fait, l'exigence, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si j'ai mis une règle de fonctionnement, je la fais appliquer. Je l'ai expliquée et je la fais appliquer. Pareil, quand vous avez tous vu en senior, quand il fallait compter sur les petites séquences de jeu là, et que vous étiez pris par regarder le jeu et vous oubliez de compter. Alors là, les gens, ils vous lésiez une équipe, là, il y avait un tollé et vous gériez ça. Donc en fait, il faut que vous soyez capable de comprendre ça et que cette posture-là, vous êtes obligé de l'avoir pour assurer la protection des gens. Et bien sûr, vous assurer la sécurité de vos pratiquants. Le troisième point, c'est que vous devez être facilitateur. Et donc, vous devez permettre le développement de la créativité et de la prise d'initiative dans votre entraînement. C'est-à-dire que dans un exercice, un joueur, il peut être capable de faire l'exercice ou d'exécuter une tâche peut-être de manière un peu différente de ce que vous l'avez créé. Si ça reste dans le respect de vos règles. Et s'il y a une prise d'initiative, vous devez l'encourager et la faciliter. Vous devez développer une forte communication joueur-entraîneur et surtout, vous devez accepter et entraîner l'erreur. L'erreur, elle fait partie de l'apprentissage et votre posture de facilitateur va faire que vous allez intégrer l'erreur comme un moyen d'apprendre et faire que l'erreur ne soit plus considérée comme l'échec et un frein, mais plutôt comme un moteur à développer d'autres ressources et d'autres choses. Le quatrième point, c'est finaliser. En fait, vos objectifs, comme je l'ai dit, pour que ça ait du sens, il faut qu'ils soient clairs tout le temps. Et si j'ai déterminé 3 objectifs en début de séance, je vais les rappeler au cours de la séance. Et quand je vais clôturer ma séance, je vais rappeler les objectifs que j'ai assignés au départ. Et derrière, je vais être capable de dire où on en est par rapport à ces objectifs. Donc, en fait, je vais les projeter sur la suite en disant, voilà, aujourd'hui, on a été capable de faire ça. Demain, il faudra qu'on soit capable de faire un petit peu mieux. Et donc, ça donne du sens parce que ça permet de se situer pour le joueur, de se situer pour l'équipe et d'engager la poursuite de l'équipe. Derrière, il y a différentes phases d'apprentissage. En fait, chaque fois qu'on apprend quelque chose, que ce soit une recette de cuisine, que ce soit un geste technique au basket, il y a un process particulier. En fait, ce qu'on a appelé les clés de l'apprentissage, il y en a dans l'ordre de 5. La première, c'est connecter, et je vais les détailler après, agir, assimiler, créer et analyser. Et en fait, on fait cette boucle-là en permanence. Et quelquefois, on les met dans cet ordre-là. Connecter, agir, assimiler, créer, analyser. Et vous allez voir que je vais vous expliquer ce qu'il y a dans chaque chose et
quelques outils j'utilise à chaque fois dans ces phases-là. La première, connectée. En fait, je vais prendre l'exemple lié à la concentration, et j'ai dit tout à l'heure, les gens, ces nouvelles générations-là, elles ont une capacité d'attention limitée. Donc moi, il faut que je m'adapte. Et je vais prendre le focus principal de comment je communique et j'explique un exercice. Et en fait, quand je présente l'exercice, je m'applique une règle des 3-30-10. Cette règle des 3-30-10, je vous invite, quand vous allez vous retrouver à l'entraînement, d'essayer d'appliquer cette règle-là. La première, c'est 3 objectifs maximum. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut expliquer le pourquoi, et uniquement le pourquoi. Je donne un exemple. Quand je joue à 1 contre 1, et j'explique un exercice de 1 contre 1, je vais expliquer pourquoi on joue à 1 contre 1. Voilà, tout simplement. Derrière, 30 secondes. 30 secondes max pour présenter mon exercice avant qu'il démarre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avant qu'un exercice démarre? Le joueur, il se pose toute une série de questions. La première question qu'il se pose, c'est qui il est. Est-ce qu'il est attaquant? Est-ce qu'il est défenseur? Est-ce qu'il est avec? Est-ce qu'il est sans la balle? C'est des questions liées à son état. La deuxième, c'est où il se situe. Où est sa position sur le terrain dans l'exercice? La troisième question, c'est où il va aller. Son déplacement, son sens de déplacement pendant la situation. Donc, vers quoi il doit aller. C'est-à-dire que si je reprends ma situation de 1 contre 1, je vais peut-être me positionner près de la ligne médiane, et puis je vais devoir aller au panier. Donc l'exercice, il va démarrer près de la ligne médiane et il va se terminer par un tir au panier. Et donc, après cette situation, où est-ce que je vais? Donc après la situation, où est-ce que je vais? C'est l'histoire de l'organisation et de la rotation. En fait, la dernière question, c'est lié au comment. Est-ce que j'y vais tout seul? Est-ce que j'y vais avec quelqu'un? Et les contraintes que je dois respecter. Les contraintes que je dois respecter, ça peut être un nombre de dribbles, ça peut être toucher un plot, ça peut être un espace restreint, enfin toutes ces choses-là. Une fois que j'ai répondu à ces 4 questions-là, le joueur, il est en capacité de pouvoir faire l'exercice. Et il va pouvoir rentrer dans une logique d'exploration de l'exercice. Nous, on a toujours tendance à rajouter à ces questions-là le comment d'une manière technique, comment on exécute les choses. Je pense que les joueurs, ils n'entendent plus. Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, les joueurs, ils n'entendent plus ce que vous dites derrière. Ou du moins, leur attention est moins importante. En fait, il y a une étude qui a été faite par le Barça sur les feedbacks et donc les consignes. Et en fait, on se rend compte que les joueurs, ils retiennent que 30% des consignes que vous leur donnez. Donc, il y a 70% où ils n'écoutent pas, où ils ne comprennent pas ce que vous leur dites. Donc, je vous dis aujourd'hui, en 30 secondes, essayez, quand vous allez retourner dans votre pratique d'entraîneur, de faire que vos consignes, elles répondent à ces 4 questions-là. Derrière, en fait, un exercice pour que les gens ils puissent agir, être en capacité d'apprendre, c'est 10 minutes minimum. C'est-à-dire que je dois laisser 10 minutes pour que mon exercice, les gens ils le comprennent, dans son déroulement, dans son exécution, qu'ils puissent essayer des choses, qu'ils puissent se tromper, qu'ils puissent trouver des solutions et qu'ils puissent commencer à apprendre. Voilà. Donc, en fait, cette règle des 3-30-10 permet d'avoir une connexion avec les gens pour les préparer à rentrer dans l'action. La deuxième clé, c'est tout ce qui est à agir. En fait, agir, c'est faut être acteur. Et l'idée, c'est que je dois créer les conditions de l'expérience pour le joueur. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes situations, elles doivent poser un problème à résoudre pour le joueur. Donc, toutes mes situations, elles ont une problématique à résoudre. Et je n'ai pas expliqué au départ, dans la première phase, comment il allait résoudre ce problème. Je lui ai juste dit ce qu'il devait faire pour exécuter, tout simplement. Maintenant, lui, il est avec ce problème-là. Lui, avec ce problème-là, il va faire avec ses capacités actuelles, ses capacités physiques, ses capacités techniques, et il va essayer de résoudre ce problème-là. Et là-dedans, en fait, le problème, c'est que je vais créer des conditions d'incertitude et d'instabilité. L'incertitude, c'est je mets un défenseur, je mets pas de défenseur. L'instabilité, ça peut être un temps. Et donc, l'idée du comment, elle va venir tout de suite derrière. Comment je peux donner un temps pour effectuer l'action? C'est-à-dire que je peux donner un exemple, traverser le terrain en dribble, il faut 6 secondes. Voilà, je l'ai contraint sur un temps donné. Je peux aménager l'espace, c'est-à-dire que je peux réduire l'espace, je peux l'interdire, je peux mettre des obstacles. Je donne un exemple, des situations que j'utilise très souvent quand je joue 2 contre 2 sur un demi-terrain. Et tout ce qui est la zone entre la ligne à 3 points et la raquette, je détermine que cette zone-là, ils peuvent pas recevoir la balle. Pourquoi? C'est que je veux amener à ce qu'ils comprennent les logiques d'espace
et qui se confrontent à ces logiques d'espace. C'est-à-dire que je veux qu'ils arrivent à s'espacer et se rendre compte qu'ils peuvent recevoir la balle derrière la ligne à 3 points ou dans la raquette. Voilà. Et donc, naturellement, cette contrainte-là fait que les gens jouent avec cette contrainte-là, s'espacent avec ça. Et moi, mon respect des règles, c'est que si quelqu'un reçoit la balle dans cette zone, eh ben, je mets en place l'alternance et je donne la balle à l'autre équipe. Voilà, ça c'est un exemple. L'histoire des plots, donc ça c'était l'espace. L'histoire du retard défensif, des plots, c'est que je peux mettre aussi des plots. C'est-à-dire que je peux faire le tour d'un plot, toucher un plot, voilà, toutes ces choses-là. Je peux limiter l'action du joueur. Alors, je peux le limiter comment? Dans son nombre de dribbles, c'est-à-dire que, par exemple, quand on joue une situation de 1 contre 1, moi, ce qui m'a toujours interpellé, pour qu'on fasse le transfert avec le jeu, la situation de 1 contre 1, elle peut pas durer 30 secondes. Elle peut pas utiliser tout le demi-terrain. Donc, je vais restreindre l'espace, je vais restreindre le temps, mais surtout, je peux pas dribbler 6 ou 7 fois. C'est-à-dire que pour jouer 1 contre 1 efficacement et ne pas rentrer dans le jeu à 5, dans des logiques d'aide et de contestation, peut-être que je dois jouer 1 contre 1 en 3 dribbles, 4 dribbles suivant le niveau dans lequel je suis. Mais je le restreins. Les zones de tir, je peux très bien déterminer, je l'ai fait avec certains joueurs, je l'ai fait notamment avec une joueuse sur le Pôle Sport à l'époque. Je voulais développer sa capacité à développer du stop tir. Et en fait, dans le 1 contre 1, je lui avais interdit la capacité à tirer en dessous des lancers francs. Donc en fait, quand elle rentrait en dribble, elle devait tirer toujours au-dessus des lancers francs. Et elle devait se créer un tir au-dessus des lancers francs. Voilà. Ça peut être aussi le type de tir. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Après, vous pouvez aussi jouer dans des situations en individualisant les consignes et contraindre quelqu'un à jouer un contre 1 que sur sa main faible et se trouver un tir sur sa main faible. Voilà. Donc en fait, en limitant son action, vous lui posez des problèmes, vous le faites sortir de sa zone de confort et vous essayez de lui poser des problèmes à résoudre. J'ai juste un dernier truc, Yann. Vas-y, reprends. Je prendrai la parole juste après ta slide. Pardon. Bon. Et le dernier point, c'est qu'en fait, on peut aménager le niveau d'opposition dans la collaboration. C'est-à-dire que le niveau d'opposition, c'est-à-dire que je peux avoir un défenseur qui m'aide, qui coopère avec moi, qui collabore avec moi, ou quelqu'un qui s'oppose. Donc on rentre dans les oppositions aménagées là-dessus. Yann, je suis prêt à répondre à tes questions. Yes, donc si je saisis bien, l'idée c'est l'art de l'entraînement pour toi, c'est d'arriver effectivement à construire sa situation pour que le joueur puisse dans un premier temps découvrir sa technique, découvrir sa tactique individuelle. Oui. Est-ce que, au regard de quelque chose qui serait plus directif, est-ce que c'est pas chronophage? Qu'est-ce que tu entends par chronophage? J'entends le fait que la phase de découverte peut prendre un certain temps, alors que si je suis directif et que je lui donne tout de suite les éléments techniques, finalement, il va commencer à expérimenter cette technique plus rapidement. Moi, je pense que si tu veux, aujourd'hui, le joueur, il est en capacité d'entendre la technique à partir du moment où il a compris la situation, il a compris pourquoi il faisait les choses. Et que la technique, au lieu d'arriver au départ, si elle arrive après, elle a plus de force pour moi. C'est-à-dire que si j'ai expérimenté quelque chose et que je vais venir derrière, je me suis retrouvé confronté à des erreurs, à des difficultés, à de l'échec. Quand tu vas arriver et que tu vas proposer une solution technique ou un aménagement technique pour m'aider, je vais être beaucoup plus à l'écoute de ces choses-là. Parce que je vais comprendre pourquoi je me suis trompé. Je vais essayer d'appliquer ce que tu viens de m'expliquer et je vais pouvoir faire. Voilà. Donc pour moi, la technique, c'est vraiment intéressant. Elle prend du poids si elle vient après l'expérimentation. Alors après, l'art d'entraîner, c'est à quel moment j'y vais, quoi. À quel moment je la mets, la technique. À quel moment je donne le comment. S'il vient trop tard, oui, c'est chronophage. S'il vient trop tôt, je pense qu'il n'est pas en capacité d'entendre parce que c'est pas ce qui l'intéresse au départ. D'accord. Donc c'est plutôt expérimenter pour mieux intégrer plutôt que l'imposer. Et finalement, le temps que tu peux perdre au départ, tu le gagnes par la suite dans le développement du joueur. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, merci. Je te laisse reprendre. Donc en fait, toujours dans Agir, l'idée c'est qu'on doit solliciter différents sens. Donc si je dois prendre une décision, il faut que je sois capable de voir des choses et de comprendre des choses. Et en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que pour décider, il faut que je sois capable de bien positionner. Donc si je suis bien positionné, je suis capable de voir quelque chose. Donc, la deuxième chose, c'est d'avoir un champ de vision assez large qui va me permettre d'anticiper et qui va me permettre de décider. Et après, il va falloir que je sois d'agir avec mon corps et que je m'engage physiquement dans l'activité. Cependant, il faut faire gaffe. Il faut que le joueur il ait les ressources pour résoudre le problème. Donc ça répond à ta question.
C'est-à-dire qu'il faut quand même que je m'assure qu'au départ, il ait un répertoire technique qui lui permet de pouvoir résoudre le problème que je lui donne. Voilà. Un débutant, il peut résoudre des problèmes, mais dans la complexité, il faudra qu'il fasse attention. Et donc, il faudra que je fasse varier la difficulté, plus ou moins. C'est-à-dire que dès que la personne est en situation de réussite, il faudra que je pose un nouveau problème. Si elle est trop en échec, il faudra que j'abaisse le niveau de difficulté. Et donc, la deuxième chose, pour faciliter le transfert entre l'entraînement et la compétition, moi, ce que j'essaie très souvent de faire, c'est que j'utilise des espaces de jeu et des timings identiques sur les situations d'apprentissage, d'opposition ou de compétition. Et j'ai cassé les pieds à mes joueurs seniors sur ces choses-là, sur mes situations d'enchaînement, où en fait, il fallait recevoir la balle dans tel espace parce que c'était l'espace qui était le même que le jeu de 5-5, que l'enchaînement d'action c'était le même. Voilà. Et j'ai vraiment, vraiment insisté là-dessus, sur structurer mes entraînements, sur faciliter le transfert du joueur entre ma situation d'entraînement et ma situation de compétition. Derrière, une fois que j'ai agi, je vais devoir répéter. Donc, c'est l'histoire de l'essai-erreur. D'entraîner l'erreur, je l'ai expliqué juste avant, c'est abaisser le niveau de contrainte, augmenter le niveau de contrainte, aider le joueur. Il faut que je l'accompagne dans la résolution du problème. Il faut que je fasse émerger chez lui des réponses. Et que moi, mon expertise, elle arrive en complément de ces réponses-là. Donc, il faut que je le questionne. Je vais le questionner sur qui il est, sur où il est, sur où est le défenseur s'il est dans un rapport d'opposition, sur quoi faire, d'accord? Et toutes ces questions-là, il va m'y répondre. Et en fait, c'est un cheminement de questions qui va lui faire prendre conscience de qui il est, d'où est le défenseur. Et donc, en fait, on fait un rétroaction sur l'action qui vient de se passer. Et ce feedback sur l'action qui vient de se passer, c'est lui qui le construit. Et mon questionnement l'amène à construire ce questionnement-là. Et donc, derrière, il va être en capacité de trouver les réponses et de comprendre pourquoi il a échoué. Donc, ça s'applique individuellement et ça s'applique dans la complexité, dans le jeu à 2 et dans le jeu à 3. L'idée, c'est, moi, ce que je leur demande beaucoup dans le jeu à 2 et le jeu à 3, quand il y a une situation que j'arrête, je leur dis, mais avec qui tu es? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est mieux placé et qui peut être plus efficace que toi? Ou je leur dis, contre qui tu es? Je leur fais analyser leur rapport de force. Est-ce que le défenseur, il est plus performant que moi? Est-ce que l'espace dans lequel je suis est favorable à l'attaquant ou au défenseur? Et je leur fais comprendre toutes ces questions-là. Exemple, si je travaille autour du pick and roll, j'utilise beaucoup ces questionnements-là pour développer leur intelligence tactique. Et en fait, ce champ de questionnement, ces questionnements, fait émerger chez eux des réponses, mais surtout fait émerger chez eux une compréhension de la situation et donc un développement de l'intelligence tactique. Après, il faut déterminer quand j'interagis avec le joueur. Moi, par exemple, quand j'entraîne, je suis sur le terrain. C'est-à-dire quand les gens ils jouent sur le terrain. Donc, j'essaie qu'ils ne me rentrent pas dedans, mais je suis sur le terrain. Derrière, je peux parler individuellement à des joueurs. C'est-à-dire que je peux très bien stopper dans une rotation, choper un joueur et avoir une interaction très individuelle. Voilà. Après, je peux très bien aussi avoir, quand j'arrête tout le monde, une interaction plus collective, mais aussi une interaction individuelle. Et beaucoup dans le questionnement. Et ce questionnement-là, les joueurs individuellement et collectivement, ils participent au champ des réponses. Maintenant, ils n'ont pas toujours toutes les réponses. Il faut que je sois capable de leur offrir des solutions. Et leur offrir des solutions, c'est que je suis capable de démontrer et de proposer. Et là, la technique, elle arrive. Et là, la technique, le bon geste technique par rapport à la bonne situation va déterminer une réponse adéquate. Et en fait, je vais consolider quand il va faire ces choses-là. Et en fait, il va utiliser le triptyque explorer, exploiter, exécuter. Il va explorer, il va exploiter les solutions qui lui sont proposées, qu'il va trouver lui ou que je vais lui amener, et il va exécuter avec la performance. Et quand il exécutera, quel que soit le niveau d'opposition, quel que soit le niveau de contrainte, il sera en capacité de réussir. En fait, cette phase-là d'assimilation, c'est une phase de je construis ma réussite, je construis et je développe ma confiance en moi, je consolide ces choses-là pour que derrière, je gagne en efficacité et je sois capable de le transposer dans le jeu. Là-dessus, en fait, on essaie de proposer des exercices progressifs. Le premier, c'est l'histoire du 1 contre 0. Alors, on peut débattre longtemps et je pense qu'on dépassera le timing si on débat sur le 1 contre 0. Mais en fait, dans le 1 contre 0, c'est utile à l'échauffement, par exemple, à vitesse lente, quand je veux faire comprendre quelque chose. Maintenant, je suis vraiment attaché dans le 1 contre 0 sur la forme et la vitesse. Donc, la vitesse, elle peut être lente, puis elle peut aller un petit peu vite. Bien sûr, je respecte ce que j'ai dit, les logiques d'espace, les logiques de timing, même quand je fais du 1 contre 0. C'est-à-dire, quand je fais du 1 contre 0, quelqu'un qui part du milieu de terrain pour aller faire un tir en course, il n'utilise pas 5 dribbles ou 6 dribbles. Non. On limite pour que ça soit progressivement
en lien avec la réalité. La deuxième phase, c'est la phase B, c'est le 1 contre 1 aménagé dont je vous ai parlé un petit peu. Donc là, l'objectif, c'est qu'il doit prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est quoi? C'est quel outil j'utilise pour résoudre le problème, dans un timing qui correspond à celui du jeu. Le troisième, c'est le 1 contre 1 avec de la forme, de la vitesse, de la prise de décision sous pression. C'est-à-dire que le niveau de pression et le niveau de défense, il augmente un peu et fait que la pression augmente, pression temporelle, pression physique, pression de l'opposition, et que donc, je dois être capable de faire. Et la cinquième phase, c'est la phase de compétition. Et cette phase-là, A, B, C, D, on n'est pas obligé de la suivre. C'est pas une chronologie, en fait. Je peux très bien commencer mon exercice sur la phase B. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la phase B, où l'opposition, elle est guidée, où l'opposition, elle est contrainte. Et en fait, cette phase-là, elle permet aux gens de comprendre pourquoi ils font les choses et de s'engager là-dedans. Pierre, je crois que tu nous as amené du matériel. Tu peux nous dire comment tu t'en sers? Tu veux jouer à mon matos? Oui. Des frites. Des frites. Ces frites-là, je m'en sers dans l'opposition, en fait. Je m'en sers dans l'opposition, je m'en sers en... Aujourd'hui, ça permet de créer une distance. Une distance où les gens, ils se touchent et ils enchaînent. Ça permet aussi de gérer un contact. J'utilise la balle de tennis. La balle de tennis, en fait, je lui mets une contrainte en plus, par exemple associée au dribble. Et là, effectivement, ça permet que le joueur il soit focalisé sur la balle de tennis et pas uniquement sur son dribble. Il y a eu les ballons de baudruche aussi, par exemple. Il y a aussi dans l'opposition, moi je fais très souvent défendre le défenseur avec un ballon dans les mains. C'est-à-dire qu'en fait, il a le ballon dans les mains, il peut pas chasser la balle de l'attaquant. Donc l'attaquant, il est plutôt tranquille dans sa volonté de protéger la balle. Mais on peut gérer des contacts. C'est-à-dire que moi, comme j'ai un ballon et que j'ai un instrument dans les mains, je peux aller plus facilement au contact avec l'attaquant que si simplement c'est le corps contre le corps. Voilà. Ouais, tu aménages l'opposition pour qu'elle puisse répondre au problème sans que le problème soit trop élevé. Exactement. Ok, super. Il me reste 2 points à traiter et après je pourrai répondre aux questions si tu en as. Ok, super. Donc une fois qu'on a été capable de connecter les gens, de leur faire comprendre l'exercice, de les engager dans l'activité, qu'ils ont pu assimiler les choses pour faire essai-erreur et développer de la confiance. À ce moment-là, ils sont capables de développer de la créativité. Et dans cette créativité-là, il faut la structurer. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai réussi, il faut leur proposer de chercher d'autres solutions. Comment ils peuvent faire différemment? Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut les contraindre, mais on peut aussi faire qu'ils cherchent ces solutions-là. Et on peut les inviter à essayer et à oser. Je prends un exemple. Aujourd'hui, un joueur qui va faire un dribble dans le dos ou une passe dans le dos, à un moment, ça pourrait être mal vu quelquefois en France parce que ça ne sera pas dans une forme de norme. Sauf que si cette passe-là, elle est faite au bon moment, qu'elle répond au problème, je pense qu'il faut encourager cette créativité-là, favoriser cette prise d'initiative. Sinon, effectivement, derrière, on en revient à un entraîneur directif qui gère des petits robots sur un terrain de basket. Or, aujourd'hui, je pense que les joueurs, ils ont cette faculté à être créatifs, ils ont cette faculté à prendre des initiatives. Si le cadre, il est tout ce que j'ai dit, structuré, rassurant, enfin tout ça, la personne, elle va se dire, je peux prendre des risques. Je te donne un autre exemple. Ce qu'on passe à l'entraînement, on doit le faire aussi en match. En match, quand on coach, on doit accompagner ça et encourager ça. C'est-à-dire que moi, quand j'entraînais les gamins, quand ils faisaient une erreur, je leur disais next, on passe à autre chose. Next, mais tout de suite. C'est-à-dire qu'on restait pas sur le passé, on passait tout de suite sur le futur. Et quand on passait sur le futur, la personne elle se dit ok, il me tient pas rigueur de mon échec, il m'engage à faire autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, s'il se sent rassuré, il va pouvoir être créatif là-dessus. Le dernier point, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, donc on a connecté, agi, assimilé et qu'on a créé, le dernier point, c'est l'analyse. On prend du recul sur ce qu'on vient de faire. Et le feedback, il est vraiment important. Et en fait, l'idée, c'est de le construire avec l'athlète. C'est de lui faire arriver à construire l'évaluation. Lui dire, aujourd'hui, tu as rencontré ces problèmes-là dans l'exercice, tu as trouvé telle réponse, tu es donc capable de faire. Et ce renforcement positif va faire que l'athlète va renforcer sa confiance en lui. Et donc, derrière, une fois qu'on a fait ça, on peut le projeter sur la suite. Et on peut très bien dire, maintenant, l'étape d'après, c'est ça. Et donc, tu vas être en capacité de pouvoir le faire. Et on revient à cette maxime de Michael McKay. En fait, quand on fait tout ce process-là, on renforce la connaissance du qui, le who. On renforce la connaissance du qui dans tous les exercices.
il sait exactement se situer dans l'environnement, il sait exactement se situer avec ses qualités dans l'environnement. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas un joueur sans tête, c'est un joueur avec toute sa tête, qui sait se situer dans l'espace, qui sait qui il est, qui sait quel répertoire technique il a à sa disposition pour répondre au problème. Et le why, pareil. Le pourquoi, bah, il sait pourquoi il fait les choses. Il sait pourquoi il doit passer la balle à tel endroit. Il sait pourquoi il doit driver à tel moment. Il sait ces choses-là. Et ça offre une vraie puissance à l'entraîneur, une vraie force à l'entraîneur. Et surtout, ça développe des joueurs plus performants. Et après, rien n'empêche de toujours mettre le quoi et le comment. Et le comment, je le répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il a vachement plus de poids quand il arrive à ce moment-là. Donc, j'utilise mes 3 casquettes de coach. Je suis un éducateur avec tout le respect des règles et toutes les choses qui vont là-dedans. J'adapte mon langage en fonction du public. Du moment de la séance, je suis positif dans mes feedbacks, dans mes interactions. J'essaie de favoriser sa prise d'initiative. Je suis plutôt engageant dans ma posture d'éducateur. Je suis organisateur parce que je me creuse la tête pour trouver des situations qui leur permettent d'avoir des problèmes et de résoudre des problèmes. Je m'assure qu'elles sont appropriées à leurs caractéristiques physiques, mentales, basket. Voilà. Je gère le temps et je fais que le temps il soit ni trop important ni trop court. Et je gère l'espace et les conditions d'évolution de la pratique. Et le dernier point, c'est que je suis un accompagnateur parce que je questionne, j'encourage, je félicite, j'offre des solutions pour résoudre les problèmes. Et surtout, en faisant tout ça, je porte une grande attention à mes joueurs. Et quand je répète que je porte de l'attention, je peux développer beaucoup plus d'exigences parce qu'ils seront beaucoup plus à l'écoute de toutes ces choses-là. En conclusion, we are French. Et donc, ne copions pas, ne collons pas des modèles. Essayons de comprendre comment sont nos joueurs. Essayons de comprendre quel entraîneur on est et connectons ces choses-là. Il faut vraiment entraîner la précision et la créativité, ce qui fait que ça fait un joueur acteur et ça fait un joueur performant. Je répète, pour moi, des joueurs qui sont en capacité d'être autonomes sur un terrain de basket en situation de compétition, d'utiliser un répertoire technique, d'utiliser et de communiquer des réponses à des joueurs, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai côtoyé des joueurs comme ça dans ma carrière d'entraîneur et c'est vrai que ça nous apprend à entraîner autrement. C'est-à-dire que je vais faire un clin d'œil à mon ancien assistant qui est Fred Miguel et Fred était un meneur de jeu qui était capable de prendre des décisions, capable d'être créatif. Et là, il n'a pas besoin que le coach il le guide. Il n'a pas besoin que le coach lui dise ce qu'il a à faire. Il a juste besoin de faire que cette créativité elle soit au service du collectif et au service des individus. Et donc, dernier point, variez les casquettes. Ne soyez plus simplement un directeur, soyez un accompagnateur, un guide. Et là, vous allez développer une autre force dans l'entraînement, une autre posture dans l'entraînement. Et le dernier chose, ça peut paraître complexe, ça peut paraître inaccessible. En fait, il faut oser, il faut essayer. Il n'y a pas de risque, en fait. Il y a 0 risque. Il faut essayer. Entraîner, pour moi, c'est essayer des choses. C'est être un chercheur, en fait, être un chimiste dans son laboratoire qui met différentes formules et qui essaye des choses. Essayez ces choses-là. Et franchement, c'est à vous de jouer. Alors, vous allez sortir du confinement dans une pratique encadrée prochainement, je l'espère. J'espère que j'aurai pu susciter quelques réflexions chez vous. Et surtout, essayez. Allez-y, amusez-vous. Merci Pierre. Je crois que Fred nous regarde d'ailleurs, à Miguel. Bonjour à lui. On avait quelques questions, alors je reviens un petit peu en arrière. Il y en a une autour de comment est-ce que tu places ton curseur entre cette part que tu laisses de créativité à tes joueurs ou à tes joueuses et le respect des règles. Comment est-ce que tu joues avec ce curseur-là? En fait, les règles, c'est ce qui va permettre que tout le monde puisse jouer. Les règles, elles sont pas qu'individuelles, elles sont collectives. Un exercice, il répond à des règles de fonctionnement, des règles d'organisation. Donc ces règles d'organisation, elles sont incontournables en fait. Elles sont incontournables. Par contre, les règles d'exécution, là, elles font appel à la créativité. C'est-à-dire que dans mon groupe qui peut être très hétérogène de joueurs, je peux avoir un joueur expert. S'il a compris le fonctionnement de l'exercice, dans l'exécution, il va peut-être développer un champ de réponse plus important que mon débutant. Et donc, c'est pour moi dans les règles d'exécution que la créativité, elle peut apparaître. Pas dans les règles d'organisation. D'accord. J'aimais bien, pour compléter tes propos, j'aimais bien ce que disait Laurenti, le sélectionneur national de volley. Il parlait, lui, d'un cadre élastique.
Et je trouvais ça vraiment pertinent parce qu'il dit, bah, des fois, l'exceptionnalité nous permet effectivement d'étirer ce cadre. C'est le phénomène de l'élastique, mais que n'empêche l'élastique, il revient à sa position effectivement initiale et il faut pouvoir jouer de ce cadre-là. Ah, Une image assez pertinente. Où je te rejoins, c'est les principes d'agilité qu'on a aujourd'hui, en fait. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, l'environnement, et on se rend encore plus compte dans cette période de confinement, en fait. C'est là où il faut être agile. C'est-à-dire qu'on est contraint. On est contraint et que, en étant contraint, il faut qu'on développe d'autres capacités que ce qu'on a eu à gérer dans un temps normal. Et aujourd'hui, les gens se réinventer. Exactement. Et les gens qui performent, c'est des gens agiles. Tout à fait, tout à fait. J'avais une autre question. Alors, ça paraît des fois un peu difficile d'avoir toutes ces qualités en tant qu'entraîneur. Et donc, la question qui est sous-jacente, c'est la composition du staff. Est-ce que justement, pour pouvoir essayer d'avoir toute cette palette-là, tu composes, toi, ton staff, quand c'est possible, hein, bien sûr, d'une manière bien précise? Alors, pour te répondre, plus on entraîne, plus on se connaît. Et donc, plus on se connaît, plus on détermine ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on est capable d'inhiber chez les joueurs, en fait. Ce qu'on est capable d'engager ou d'inhiber chez les joueurs. Tu faisais clin d'œil à Fred. On était complètement complémentaires. C'est-à-dire que moi, je peux avoir quelquefois un côté rigide et lui, il avait un côté plus souple. Et donc, ça permettait que cette rigidité et cette souplesse s'équilibrent là-dessus, quoi. Voilà, quoi. C'est un peu pour moi, pour faire le parallèle à ce que tu dis sur un joueur. Pour moi, un joueur, c'est un savant équilibre entre la discipline et la créativité. C'est-à-dire qu'il doit être capable d'être discipliné pour respecter des règles individuelles, collectives, mais il doit être créatif pour prendre des décisions. Et cet équilibre entre la discipline et la créativité, c'est la même chose chez un entraîneur, en fait. Alors, j'ai plein de questions qui tombent. J'en ai toujours une autour, créativité, lecture de jeu. Est-ce que c'est forcément associé? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, il y a deux choses, en fait. La créativité, c'est pour moi lié à la prise d'initiative. Je prends l'initiative, je crée quelque chose. La lecture du jeu, c'est lié à l'analyse et à la vision. En fait, lire un environnement, c'est le comprendre, l'analyser pour pouvoir anticiper derrière. Pour moi, c'est dans ce sens-là. Si je lis le jeu, je comprends le jeu, je vais pouvoir être capable de créer quelque chose derrière. Mais aussi, on peut voir le phénomène inverse. C'est-à-dire que je peux créer et de cette action-là va avoir des conséquences et je vais lire ces conséquences-là. Donc, c'est pas dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment dans les deux sens et c'est interrelié. Ok, super. Est-ce que tu peux développer un peu le concept de tactique individuelle? C'est pour moi, c'est pour faire écho à la technique individuelle. C'est-à-dire que l'histoire du bon geste en permanence, ouais, mais le bon geste tout seul dans ton jardin, tu vas être capable de le faire. Mais le bon geste face à une opposition et tu es incapable de le reproduire, oui, c'est du basket artistique, quoi. Et l'histoire de la tactique individuelle, c'est le bon geste dans une situation par rapport à un problème donné. Et donc, je dois trouver les réponses là-dedans. C'est ça la tactique individuelle. Ouais. C'est comment j'utilise la bonne technique au bon moment face à la bonne situation. Exactement ça. Ok. Profilage des joueurs. Est-ce que tu as des outils pour justement essayer d'avoir un profil type du joueur ou en tout cas qui permettrait de le faire évoluer, tu vois? Tu fais référence au recrutement, comment je recrutais mes joueurs ou plutôt sur. Écoute, c'est Kevin qui me pose, Kevin Chappelle, que tu connais bien. Ouais. Je vais te reposer sa question comme il l'a écrite. Quels outils possèdes-tu pour le profilage des jeunes joueurs? Ok. En fait, moi, quand j'ai entraîné en pôle sport longtemps, ce que je regardais en premier chez un joueur, c'est sa capacité à prendre des initiatives. C'est ça que je regardais vraiment. C'est-à-dire, sur un terrain de basket, tu vois le joueur qui prend des initiatives, mais que ça soit offensif ou défensif. Hein. Voilà. Et moi, j'ai regardé ça en premier. La deuxième chose, je regardais comment son côté compétiteur. C'est-à-dire que je regardais comment, dans la réussite et dans l'échec, il était capable de gérer sa frustration et de gérer ses émotions. Ça, c'était un truc qui était vraiment important chez moi. Et si à un moment donné, il y avait un échec, il était capable de redoubler d'efforts pour réessayer et reprendre des solutions, je trouvais ça intéressant. Et si en plus, il était capable d'élargir son champ de solutions, je trouvais ça vraiment bien. Et le troisième point, pour profiler quelqu'un, j'avais besoin de l'avoir entre les mains pour entraîner. J'avais besoin de voir comment il apprenait et comment il était capable d'évoluer. Donc en fait, si je reprends les 3 points, c'est capacité à prendre des initiatives, côté compétiteur et l'entraînabilité. D'accord. Dernière question.
Euh, autour, est-ce que tu penses qu'il est bon de suivre une génération? Par exemple, tu prends des U11 et tu les suis jusqu'en U18. Ou est-ce qu'il peut pas y avoir ce phénomène de routine qui peut s'installer et qui peut donc être néfaste à la progression? Alors, je l'ai fait, j'ai eu des U11, je les ai accompagnés 2 années U11 et 2 années U13. Et il fallait que j'arrête après. Il fallait que j'arrête pour eux et pour moi. Il fallait que j'arrête pour eux et pour Des moi. caches. Non, mais c'est vrai, il fallait que j'arrête pour eux et pour moi, parce qu'à un moment, ils étaient tellement habitués à ce mode de fonctionnement, à cette idée de découvrir, de prendre des initiatives, qu'ils avaient besoin aussi de voir d'autres choses et d'autres environnements. Néanmoins, je pense que j'espère leur avoir donné les bases pour qu'ils puissent être entraînables et coachables avec d'autres entraîneurs, quoi. Voilà, quoi. Mais au bout d'un moment, ouais, je pense que 3 ans, 4 ans, c'est bien, quoi. D'accord, super. Bah, écoute, c'était le mot de la fin. Pierre-Olivier, je suis désolé, on avait encore quelques questions, mais je ne veux pas éclater non plus le temps. Je te remercie grandement de cet échange. C'est toujours hyper fructueux, hyper intéressant. Merci de nous avoir suivis. J'ai deux, trois petits messages à vous faire passer. Déjà, pensez à partager un maximum cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous retrouverez le replay demain, normalement sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. Voilà, ça vous permet de savoir quand il y a des vidéos nouvelles qui arrivent. On en a une qui est pas loin de sortir du four là, qui va être toute chaude. C'est Charlène Colette et Quentin Haute qui ont bossé sur justement un peu d'évolution au travers du 1 contre 1, et ça illustrera complètement les propos de Pierre-Olivier, et vous retrouverez bien sûr effectivement du matériel tel que des balles de tennis. Donc celle-là, elle devrait sortir dans les 15 jours qui arrivent. Mercredi, vous avez rendez-vous aussi avec les tips de l'IFRAP sur Instagram, et c'est Pierre-Olivier qui va reprendre le flambeau. Je vais prendre une petite semaine de récup pour ma part, et vous aurez Denis Lacroix qui interviendra sur l'IFRAB Live la semaine prochaine. Pensez aussi à aller voir, à aller jeter un œil sur ce que font nos collègues. Il y a des chaînes qui sont extrêmement intéressantes. Braise Basketball Coach, la Ligue Normandie de basket, FFPB Formation, entre autres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pierre, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Non, merci, c'est sympa de passer de l'autre côté et de pouvoir porter le message qu'on essaye de développer en Auvergne-Rhône-Alpes, toi et moi, depuis quelques années. J'associe Greg aussi, Morata, là-dessus. Voilà, c'est des choses qu'on essaie de développer et de mettre en œuvre, et c'est intéressant de pouvoir porter ce message-là. Et après, je donnerai mon document, il sera en lien à télécharger sur le site de la Ligue. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller, je répondrai volontiers. Donc, ton PowerPoint complet sera téléchargé sur l'article qui va apparaître sur le site de la Ligue. Voilà, écoutez, merci à tous, merci à toi Pierre, merci Marion à la réalisation, merci Guillaume pour tous les visuels. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. À très vite, bye bye. Au revoir.